Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pour cette 8e conférence donc, que nous organisons en visioconférence, ce que nous appelons nous en webconférence, organisée par la Maison de l'Europe et qui a l'avantage de pouvoir toucher plus de monde que quand nous faisions ça en présentiel. Bon, l'inconvénient, c'est que nous sommes un peu confinés, mais après tout, c'est très bien. Nous avons Monsieur Thierry Chopin qui doit être quelque part, je suppose, c'est dans le nord de la France, notre ami Guylaine Divet qui est un peu plus loin, qui est du côté de Berlin, nous en Bretagne, et puis peut-être d'autres auditeurs qui viennent d'un peu partout. Donc écoutez, on va démarrer comme ça. Ce que je voulais rappeler, c'est que donc, après qu'on ait écouté des spécialistes en géopolitique, des journalistes, des représentants de la Commission européenne, des députés européens, français et allemands, donc aujourd'hui, eh bien, on va porter notre regard sur la France et son système éducatif. Et pour cela, on a, je dirais, le gros avantage de recevoir aujourd'hui Thierry Chopin et Guylaine Divet, que Jeanne-Françoise Hutin, notre présidente, va vous présenter tout à l'heure. Donc, je n'en parle pas. Et pour les entourer à côté de Jeanne-Françoise, il y aura Patrick qui a des problèmes avec sa caméra, mais qui nous rejoindra. Et Patrick Toadiel, je souhaite le présenter maintenant. Il est administrateur de la Maison de l'Europe. Mais surtout, il a cet avantage-là, pour nous, d'être d'abord britannique. Il est né sur le territoire grand-breton. Et il a fait toute sa carrière au sein des instances de l'Union européenne, soit à Bruxelles, soit à Luxembourg, dans tout ce qui a été la question de l'interprétariat. Et il a fait des études de professeur, et ensuite il s'est dirigé vers Bruxelles, où il est devenu, à un moment donné, responsable des interprètes au sein de cette institution, à la fois à Bruxelles et à Luxembourg, à la Cour européenne de justice. Donc, par ses études, ses responsabilités et son sens européen, à mon avis, il sera une des personnes adéquates pour poser quelques questions à vous, chers amis. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que vous avez toute latitude pour poser vos questions via le chat. Il suffit de l'ouvrir, vous avez un petit icône avec, comme l'impression que c'est une lettre ou un message, vous cliquez dessus et vous écrivez le chat et nous allons les récupérer et on pourra après les retransmettre à Thierry Chopin et Guylaine Divet. Merci donc, comme on l'a dit, de déconnecter vos caméras. Je pense que c'est fait. Et puis donc, Jeanne-Françoise, si vous voulez bien, je vous laisse la parole pour avancer et présenter nos deux amis Thierry Chopin et Guylaine Divet. Alors, si vous permettez, je vais peut-être d'abord présenter l'Institut Jacques Delors, parce que je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs connaissent cet institut, peut-être, mais je crois que c'est très important de le présenter parce que cet institut a été créé, je crois, en 1996, lorsque Jacques Delors a quitté la présidence de la Commission, avec pour objet, et ça c'était, quand vous connaissez Jacques Delors, c'était vraiment ce qui l'animait en profondeur, pour continuer à réfléchir à cette Europe, à ce qu'il fallait qu'elle fasse pour qu'elle devienne véritablement ce qu'on espérait qu'elle soit, mais aussi à faire des propositions. Et donc cet institut s'est développé. Il a eu des présidents qui sont tous que ce soit Pascal Lamy, Tommaso Paoda, Antonio Vittoria, etc., et Enrico Letta aujourd'hui, des Européens qui sont des remarquables, qui laisseront sûrement une trace dans l'histoire de l'Europe. Alors, régulièrement, cet institut met à disposition du grand public des consultations ou des documents qui nous aident énormément à suivre la vie de l'Europe. Et je viens, à titre d'exemple, à l'instant, je viens d'avoir sur mon email, dans mon email, un appel disant que en ce moment, il y a quelle réponse européen pour les sans-abri, pour la grande pauvreté. Voilà. Par exemple, ça vient de tomber là tout de suite. Donc là, alors que c'est un sujet qui nous intéresse énormément, voilà, nous allons pouvoir voir un peu des propositions que vous nous faites. Donc l'Institut Jacques Delors est un institut très important. Alors, personnellement, j'y suis très attachée parce que Jacques Delors était quelqu'un de très important pour nous, mais j'ai surtout rencontré Jacques Delors et donc cet institut à travers lui en 98, quand à Bruxelles, on a adopté la devise pour l'Europe, In Concordia Varietatis. Et là, j'ai fait la connaissance avec lui. Et quand 2 ans plus tard, j'ai créé la Maison de l'Europe avec des amis, je me suis dit qu'il était très important que nous soyons en lien avec cet institut pour nous former, pour nous mettre au courant, pour avoir des idées nouvelles, etc.
C'est pour ça que depuis toujours, moi, je suis tous ces travaux. Donc, je veux dire, entre la Maison de l'Europe et il y a des gens qui sont très anciens. Maintenant, je voudrais, Michel, tout à l'heure, vous avez dit comment. Oui, je ne sais pas. Je continue. Michel Dolan nous a dit que c'est grâce à Patrick Tweidel que nous avons eu connaissance de ce rapport que vous avez fait. Patrick nous a dit qu'il fallait vraiment le regarder parce qu'en en fait, il correspondait à une recherche qui était la nôtre. Comment faire pour que les jeunes lycéens et même à l'université, enfin, que les jeunes comprennent mieux ce projet européen, qu'ils ne le voient pas simplement à travers Erasmus pour ceux qui peuvent, mais à travers son projet en profondeur. Et donc, ce que votre travail, donc nous l'avons regardé, nous avons lu, et nous avons même commencé à rêver de pouvoir le faire connaître sur le territoire aux responsables, qui soient du rectorat, de l'enseignement catholique. Vous savez, en Bretagne, 48% enseignement catholique, 52% enseignement public. Donc, c'est les deux grandes les deux grandes organisations qui. Donc, on va essayer de le faire connaître. On a des rendez-vous qui se précisent. Alors, ça, merci à Patrick d'avoir fait connaître ce rendez-vous. Et donc, pourquoi avons-nous été tellement intéressés par votre étude, Thierry Chopin et Madame Divet, parce que véritablement, vous répondiez à quelque chose de très important pour nous. Et alors, Thierry Chopin, je vais essayer de vous présenter rapidement, très mal sûrement, parce que je n'ai pas la chance de vous connaître personnellement, mais je sais que vous avez fait un parcours, Thierry Chopin, qui est confondu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Madame Lerus, pourriez-vous couper votre micro et votre caméra, s'il vous plaît? Voilà. Bon, ça c'est Merci. mieux que ça. Oui. Voilà. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et vous avez effectué un parcours qui montre que vous êtes reconnu aussi bien à Paris qu'à Lille, qu'à Bruges. Vous êtes reconnu partout et qu'auprès du gouvernement actuellement par vos compétences et votre connaissance profonde de l'Union européenne. Alors, vous êtes allé dans des structures d'enseignement, mais aussi dans des structures de recherche, je crois, d'analyse stratégique, comme je crois que vous êtes allé à la Fondation Schuman, et puis vous êtes actuellement conseiller auprès du gouvernement. Bon, et je sais que voilà, tout votre travail peut véritablement nourrir la réflexion de nos responsables. Et vous, Madame Divet, je crois que vous êtes d'origine de notre région, un peu, je crois, même si vous avez, même surtout si vous avez un lien aussi avec l'Allemagne, un lien fort, qui est quand même le lien qu'il faut absolument qu'on arrive à consolider et à faire fructifier. Je crois que vous avez eu un parcours universitaire remarquable, vous êtes normalienne de la rue d'Ulm et vous intervenez dans de nombreuses publications. Et je crois que vous avez beaucoup travaillé tous les deux ensemble pour mettre en place cette étude sur cette proposition, comment enseigner l'Europe aux Français. Alors, je voudrais savoir tous les deux, qu'est-ce qui vous a décidé pour vous plonger dans cette étude? Est-ce que c'est le constat de départ qui vous a motivé sur l'affectio societatis pro-européen qui n'était pas très développé chez nous? On pourrait dire même qu'on est un des moins bons. Ou encore, est-ce que c'est parce que vous avez observé que dans les 10 différents États membres de l'Union, il y avait des programmes différents et surtout une pédagogie différente, je crois. On travaille différemment quand on est en Allemagne, enfin les lycéens, pour ceux que je connais, me disent qu'on travaille très différemment. La comparaison entre les programmes. J'ai vu, donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé. Et puis la deuxième chose que je voudrais savoir, et c'est, vous avez fait dans ce document des tas de propositions que j'ai relevées, très intéressantes, mais j'aimerais que pour les jeunes, dans différentes matières, histoire, géographie, mais aussi que et langue, mais aussi que vous vous intéressez à la formation des enseignants. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Ça peut passer par là aussi l'évolution, avant que ça ne devienne une réforme de l'éducation nationale. Peut-être en aidant les enseignants à maîtriser davantage ce sujet, peut-être qu'on arriverait à avancer localement par petites touches. Donc, je voulais savoir ce que vous allez faire et vous demander très concrètement ce qui paraît le plus important à réaliser aujourd'hui.
Voilà, j'ai assez parlé parce que c'est vous qu'on est venu écouter. Donc, je vous remercie d'essayer de nous dire pourquoi vous avez décidé de vous plonger dans cette étude et ce qui, selon vous, est le plus important. Je vous remercie. Ah, Michel, j'entends pas. Non, Michel, je vous entends pas. Votre micro est coupé. Voilà. Oui. Je préfère le couper pour éviter des interférences. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous les mettez sur le chat. On tâchera de reprendre les plus importantes. Je ne sais pas si on prendra toutes, mais au moins on les collectera et on verra après quel retour on peut en faire, aussi bien auprès de Patrick Chopin et Guylaine Divet qu'auprès de vous-même. Voilà, chers amis, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Hutin, merci beaucoup, Monsieur Dorin, et puis Monsieur Tweidel également, puisque je crois que c'est à lui que l'on doit cette invitation au départ, l'idée en tout cas de cette invitation. Donc, merci beaucoup à tous les trois de votre intérêt pour ce rapport. Alors, pour commencer à vous répondre, Madame Hutin, et peut-être pour présenter un petit peu ce rapport, comme convenu avec Monsieur Dorin, on va se partager la parole en fait avec Guylaine, que je suis vraiment ravi de voir ce soir parce que d'abord on a beaucoup travaillé ensemble sur ce rapport et puis je crois que c'est sa première conférence publique, donc ça se fête. Et je suis aussi d'autant plus heureux d'intervenir, même malheureusement, j'allais dire à distance, dans cette conférence que j'ai beaucoup d'amis en Bretagne. Et donc peut-être d'ailleurs qu'ils sont inscrits à cette conférence, je l'espère en tout cas. En fait, le point de départ de ce rapport, pour moi, il est triple. Mais Guylaine aura peut-être d'autres motivations à nous transmettre, à partager. Je dirais d'abord qu'il y a une motivation très, très personnelle en fait et très, très familiale. J'ai deux enfants. L'un a passé son bac il y a 2 ans et demi maintenant, et la cadette est en première. Et j'ai toujours été frappé dans leur scolarité de voir la part finalement relativement restreinte qui était accordée aux questions européennes. Et évidemment, sur un deuxième registre qui est plus un registre professionnel, je suis prof en fait de sciences politiques à l'université et que j'enseigne notamment sur ces questions-là. Je trouvais que voilà, l'écart entre l'importance que prend de manière croissante l'Union européenne et finalement la faible place accordée dans les programmes scolaires, en tout cas au niveau secondaire, était un écart en fait qui m'a toujours troublé et donc je voulais, disons, creuser et analyser. Et puis la troisième raison, c'est que cette année également, en fait, il se trouve que j'ai produit avec cette fois Bruno Cotresse du CEVIPOF à Sciences Po et puis Emmanuel Rivière, qui est le directeur général de Kantar Public, un autre rapport sur la nature des relations entre les Français et l'Europe. Et en fait, on sait que le degré d'euroscepticisme en France est extrêmement fort, que la France est l'un des pays où la défiance vis-à-vis de l'Union européenne est la plus forte avec l'Italie. Et quand on regarde, quand on essaie d'analyser les facteurs qui rendent compte en fait de cette défiance, un des éléments majeurs, c'est pas le seul évidemment, mais un des éléments majeurs, c'est le manque de connaissances. C'est le sentiment en fait que comme on n'en sait pas assez, on est plutôt méfiant par rapport à ce qu'on ignore. Et donc, je me suis dit effectivement de ce point de vue-là que la question de l'éducation et la question de l'Europe en fait devaient être connectées. Et je me suis intéressé en fait à ce sujet-là par ce biais-là. Voilà, pour répondre très brièvement à la question sur les motivations, mais peut-être que Guylaine, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Alors, de mon côté, il y a aussi des motivations personnelles, notamment scolaires aussi, liées à mon parcours et mon évolution au sein du lycée Abibac à Châteaubriand. Donc, j'ai développé aussi une fibre européenne par la découverte du franco-allemand, et j'ai aussi découvert l'histoire par le livre franco-allemand aussi qui était proposé au sein du lycée. Donc,
je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai essayé d'élargir un petit peu mon regard et d'aller voir ce qui se passait ailleurs, donc de par mon parcours scolaire. Et ensuite, voilà, j'ai affiné cette sensibilité aux enjeux européens par plusieurs stages et aussi aussi au sein d'une association, voilà, qui s'intéressait à la manière de transmettre les enjeux européens par des outils numériques aux jeunes. Donc j'ai développé aussi petit à petit un questionnement sur la manière dont on pouvait parler d'Europe aux jeunes. Et puis après, voilà, j'ai rencontré Thierry Chopin et du coup, cette sensibilité à la fois au domaine éducatif et à l'Europe rentrait tout à fait dans son projet de rapport. Et donc, dans cette perspective-là, effectivement, on a travaillé beaucoup avec Guylaine pendant plusieurs mois sur ce rapport. Et le plus simple, peut-être, pour engager la discussion, c'est peut-être que l'on développe, en fait, peut-être deux ou trois points qui nous paraissent importants, à la fois sur le constat, peut-être d'abord, que l'on a pu faire de cette place accordée aux questions européennes dans l'enseignement secondaire, hein, c'est-à-dire vraiment au niveau collège et lycée, dans un certain nombre de disciplines en fait diverses, hein, que sont l'histoire, la géographie, l'éducation civique et morale, l'enseignement des langues vivantes étrangères également, et ce d'ailleurs dans une dimension comparative qui est assez rare en fait dans les analyses de ce type, puisqu'on a inscrit en fait cette analyse de la place de l'Europe dans l'enseignement secondaire français dans une perspective de comparaison avec un certain nombre d'autres pays membres de l'Union européenne, notamment avec l'Allemagne. Alors, évidemment, en Allemagne, la situation est très particulière parce que le système éducatif est organisé sur la base en fait, des Länder, dans le cadre de la répartition des compétences dans ce pays. Et donc, on a choisi un land allemand et un land de l'Ouest et un land de l'Est. Guylaine en dira davantage sur ce point tout à l'heure. On a pris comme pays de comparaison également l'Italie, mais aussi la Suède et la Pologne, donc, ce qui a permis de mettre en évidence les points de convergence, mais aussi les différences entre les différents systèmes éducatifs sur ce sujet. Alors, sur le constat, en fait, d'abord, en fait, quand on regarde du point de vue du contenu des enseignements qui sont dispensés dans notre pays, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux. Si on prend les disciplines, même de manière schématique, les unes après les autres, en histoire, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord la prédominance en fait, de l'analyse très franco-centrée. Il y a très peu en fait, de références, une grande faiblesse des références à d'autres pays européens. Et quand il y a d'autres références qui sont faites à d'autres pays européens, le plus souvent, dans l'écrasante majorité des cas, les pays en fait, auxquels il est fait allusion sont des pays de l'Europe occidentale. Donc, il y a très très peu de références, elles sont quasi inexistantes, à l'Europe centrale, à l'Europe orientale, à l'Europe baltique. Et évidemment, quand on est dans un pays comme le nôtre où la défiance vis-à-vis de l'élargissement est très forte, j'allais dire, il ne faut peut-être pas s'étonner non plus de la faiblesse des références, de l'attention portée à finalement des régions d'Europe qui nous paraissent très éloignées et, pour ne pas dire peut-être même un peu secondaires. Donc ça, c'est très, très frappant. De la même manière, ce qui est très notable quand on regarde les programmes, quand on discute aussi avec des enseignants hein, de terrain de ces questions-là, c'est que toujours, d'ailleurs en histoire, nous sommes, d'ailleurs c'est très classique dans le rapport des Français au-delà de l'éducation à l'Europe, c'est que nous sommes dans une logique de projection finalement de notre modèle national, hexagonal, sur le reste de l'Europe. Pour donner un exemple qui est très emblématique de ça, quand on évoque par exemple ce grand mouvement à la fois historique, culturel, artistique, philosophique que sont les Lumières, évidemment, on parle d'Alembert, de Rousseau, de Diderot, alors Rousseau, le plus français des Suisses, hein, évidemment, de Montesquieu et d'autres auteurs encore, mais on évoque très rarement les Lumières écossaises. On n'évoque même pas les Lumières allemandes, ni Kant. On n'évoque pas les Lumières espagnoles, etc. Donc, on est vraiment dans une espèce de logique en fait, de projection très, très forte qui fait que ça nous conduit aussi à une méconnaissance en fait,
du fait que certains mouvements historiques et culturels, pourtant très structurants dans l'histoire de l'Europe, eh bien, sont des mouvements qui ne sont pas uniquement nationaux, mais qui sont aussi des mouvements transnationaux. Et il y a évidemment beaucoup d'exemples de ça. De la même manière, si on quitte l'histoire et qu'on regarde, encore ce que je veux dire est très schématique évidemment par manque de temps, mais la question de la géographie, là encore, la géographie de l'Europe, elle reste jusqu'à une date récente relativement marginale. Et les grands thèmes qui sont traités dans l'enseignement de la géographie, c'est la France, ce sont les territoires, c'est la question de la mondialisation, comme si finalement, entre l'échelle territoriale, nationale, voire locale, et l'échelle mondiale, l'échelle intermédiaire, l'échelle européenne, au sens géographique du terme, était assez fortement reléguée au second plan. Et de la même manière, en éducation civique et morale, la place laissée en fait à l'Europe est plutôt ténue, elle n'est pas absente, hein, cette Europe des programmes, mais enfin, elle est assez fortement reléguée au second plan. Donc voilà peut-être 2 ou 3 éléments de constat sur ces disciplines, mais peut-être Guylaine, tu pourrais ajouter quelques éléments, notamment sur l'enseignement des langues vivantes étrangères. Oui, alors je vais poursuivre la présentation avec donc l'analyse de nos principales observations concernant les langues vivantes étrangères. Et donc, sans grande surprise, la France n'excelle pas en langue vivante étrangère, bien au contraire. Et donc, on a pu faire un premier constat qui est partagé également par Chantal Manès-Bonisso et Alex Taylor dans leur rapport qu'ils ont remis au ministre de l'Éducation nationale en 2018. Et dans ce rapport, il est énoncé que la France occupe la dernière place des pays européens en ce qui concerne la maîtrise des langues vivantes 1 et 2. Donc, des performances linguistiques qui sont très faibles en France. Ce premier constat a également été partagé par la Commission européenne et par l'enquête Surveillangue qui a été publiée en 2012 et qui montre le faible niveau aussi des Français en comparaison avec les Suédois, par exemple, en langue vivante. À titre d'exemple, seuls 11% des élèves français atteignent le niveau B1, B2 pour la LV1 à l'âge de 14-15 ans, contre 82% des élèves suédois. Et ces faibles performances linguistiques ne peuvent pas vraiment être expliquées par le volume horaire, par un volume horaire faible en langue vivante en France, puisque ce volume horaire est particulièrement élevé dans l'enseignement français. Et donc, c'est un des volumes les plus élevés avec l'Allemagne et aussi Malte. Donc, face à ce premier constat de performance linguistique faible en France, on a essayé de formuler quelques pistes explicatives. Et pour cela, on est allé voir dans les programmes, dans leur structure, et aussi on s'est entretenu avec des professeurs de langue. Et l'analyse des programmes a montré qu'il y a une forte insistance sur les contenus notionnels, la problématisation des thèmes et des thèmes qui sont souvent très intellectualisés. Je pense notamment aux thèmes de première et de terminale générale et technologique, gestes fondateurs et monde en mouvement, donc des thèmes qui sont assez flous pour les élèves au premier abord. Et peu de place est laissée à la définition de stratégies efficaces d'apprentissage des langues vivantes. On a peu d'interrogations sur la manière de mémoriser, de s'approprier des formules idiomatiques, comment aussi intégrer concrètement à son quotidien l'apprentissage des langues vivantes. On a plus une insistance sur la problématisation de notions, qui peuvent être des notions de sociologie assez poussées, et moins une réflexion sur les stratégies d'apprentissage concrètes des langues. Et également, ce qui est aussi intéressant à noter dans les programmes, c'est qu'il y a un rôle important attribué aux outils numériques, donc qui peuvent être effectivement très pertinents dans l'apprentissage des langues vivantes, mais ce rôle est défini de manière assez floue. Et voilà, il ne semble pas forcément servir des objectifs linguistiques, mais plutôt des objectifs techniques, présenter un exposé, etc. Donc voilà, on a une intégration des outils numériques qui est parfois qui n'est pas vraiment clairement définie.
Notre deuxième constat concerne voilà, la diffusion du multilinguisme en France et l'exposition des élèves français aux langues vivantes étrangères. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que les élèves français sont inégalement exposés aux langues vivantes et que l'apprentissage de 2 langues vivantes étrangères concerne majoritairement les élèves des filières générales. Et la France fait partie des pays européens, justement, où la différence en point de pourcentage des taux de participation à l'apprentissage de 2 langues étrangères entre les filières générales et professionnelles est la plus élevée. Donc, c'est voilà, une différence notable entre les élèves des filières générales et professionnelles. Et il est aussi à noter que la réforme du baccalauréat a accentué cette tendance avec un nombre d'heures accordées aux langues vivantes étrangères dans la filière technologique qui est en baisse. Et enfin, concernant l'exposition aux langues vivantes étrangères, l'apprentissage approfondi en section linguistique concerne encore un nombre très limité d'élèves, 5% à peu près. Et il reste aussi, cet apprentissage en section linguistique reste fortement discriminé socialement. Donc voilà pour le bilan sur la situation française. Maintenant, si j'élargis un petit peu la perspective, qu'en est-il voilà, des autres pays européens? Donc, une différence majeure concerne la structure et le contenu des programmes qui articulent davantage une réflexion autour des stratégies voilà, efficaces d'apprentissage des langues vivantes. En Allemagne, par exemple, la dimension participative, ludique, est très importante. En Italie, il y a aussi un sens particulier qui est donné à l'apprentissage des langues vivantes. L'apprentissage est lié à l'apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté européenne aussi. Donc un sens civique qui est aussi attribué plus largement à l'apprentissage des langues vivantes. Et donc en Suède, l'anglais n'est même plus considérée comme une langue véritablement étrangère, puisqu'elle est omniprésente dans le paysage linguistique. Et donc, lorsque les élèves apprennent une langue étrangère, quand les élèves apprennent l'anglais, ils n'apprennent pas vraiment une langue étrangère. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir que les programmes montrent que l'anglais, finalement, fait partie des langues présente en Suède et n'est pas considérée comme une langue étrangère. Et de plus, cette langue est particulièrement valorisée dans le cadre de l'examen final. Donc, on a une épreuve en anglais et en mathématiques, qui sont les 2 matières obligatoires. Voilà. Et pour le cas polonais, des groupes classes homogènes sont mis en place pour apprendre les langues vivantes et donc un apprentissage qui se fait en petits groupes de même niveau. Voilà pour le cas des langues vivantes étrangères et pour la présentation du cas français et de la perspective européenne. En fait, une fois qu'on a fait ce constat, alors il y a bien d'autres choses à dire sur les obstacles finalement qu'on peut identifier et qui gênent disons, l'ancrage plus fort de cette dimension européenne, à la fois en histoire, en géographie, en éducation morale et civique, et puis aussi la question évidemment des langues étrangères que vient de présenter Guylaine. Mais peut-être que le plus simple serait de présenter finalement quelques axes des propositions que l'on a formalisées en fait dans ce rapport. D'abord, pour vous répondre précisément, Madame Hutin, vous y avez invité tout à l'heure. Et puis, ça serait de nature sans doute à lancer la discussion avec les personnes qui ont bien voulu en fait s'inscrire à cette conférence. Alors sur le que faire, évidemment, je ne peux pas entrer dans le détail de chacune des propositions du rapport, il y en a beaucoup, mais ce qui peut être fait, c'est peut-être d'identifier un certain nombre d'axes principaux qui nous sont apparus comme étant devant être très structurants à Guylaine et à moi. La première chose, nous semble-t-il, en fait, c'est de doter d'abord les élèves en fait, du secondaire des connaissances et des approches nécessaires à la compréhension à la fois de l'histoire politique, de l'histoire culturelle européenne, mais aussi de l'espace en fait, européen au sens géographique du terme. Et donc, du point de vue en fait, du contenu,
de ce que pourrait être en fait une pédagogie en fait sur l'Europe. Il me semble que la première chose importante, c'est d'essayer de donner en fait aux élèves des repères dans le temps. J'évoquais tout à l'heure le caractère très franco-centré en fait de l'enseignement, la grande difficulté à s'abstraire finalement du cadre national pour évoquer d'autres expériences historiques et aussi la dimension transnationale de certains moments historiques. Il nous semble important de ce point de vue-là d'essayer en fait de faire en sorte que il faudrait compléter finalement ce qui relève d'un récit national en fait très fort en France autour de la République et de la nation, ce qui est évidemment parfaitement légitime. Donc, il ne s'agit pas de remplacer ce discours-là par un discours qui soit uniquement européen, mais en tout cas peut-être de compléter ce discours national par une dimension européenne importante, un discours finalement européen par lequel tout élève pourra apprendre que beaucoup des phénomènes historiques nationaux, on a donné beaucoup d'exemples en fait dans le rapport, hein, que ce soit le féodalisme, l'émergence et le développement de l'État moderne, la Renaissance évidemment, les Lumières dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la révolution industrielle, et on pourrait multiplier en fait encore les exemples, en fait montrer que ces différents mouvements-là, phénomènes-là ont été aussi, peut-être d'abord, des phénomènes en fait européens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très important. Nous pensons que ce serait quelque chose de très important. Par ailleurs, autre piste possible, qui n'est évidemment pas exclusive d'autres préconisations qu'on pourrait envisager sur cette exigence de donner des repères en fait, dans le temps à nos élèves, pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau européen, c'est qu'Arnora avait consacré toute une série de livres magnifiques aux lieux de mémoire. Ces lieux de mémoire sont des lieux de mémoire nationaux. Ça pourrait être intéressant aussi de réfléchir un petit peu comme ce qu'a fait Thomas Serrier, par exemple, et Étienne François dans leur somme Europa, notre histoire, réfléchir en fait à des lieux de mémoire proprement européens. Il y en a beaucoup auxquels on peut songer, et ça nous paraît être une piste assez intéressante également à creuser. Autre élément, cette fois, deuxième piste, deuxième axe, en géographie, pardon, cette fois, non seulement il nous paraît important en fait, de donner aux élèves des repères dans le temps, mais aussi dans l'espace. Nous vivons une crise d'identité dans beaucoup de pays européens. Il y a sans doute quelque chose qui est lié en fait, à la perte de repères, à la fois, encore une fois, dans l'espace et dans le temps. Et de ce point de vue-là, je disais tout à l'heure, et c'est le constat qu'on avait fait, et c'est un constat qu'on retrouve dans tous les pays, dans tous les systèmes éducatifs, des pays en tout cas qu'on a mobilisé en fait pour cette comparaison qu'on a évoquée Guylaine et moi. Il est clair que cette relégation au second plan de l'échelle européenne entre l'échelle nationale et l'échelle mondiale, on la retrouve en fait dans tous les pays en tout cas auxquels nous nous sommes intéressés. Et il nous semble a contrario, en fait, que réhabiliter, en quelque sorte, réaffirmer l'importance de cette échelle intermédiaire qu'est l'échelle européenne, au sens géographique du terme, serait quelque chose de réellement important. Et il nous semble de ce point de vue-là, d'ailleurs, que le contexte dans lequel les Européens sont plongés aujourd'hui, face à une multitude en fait, de crises, évidemment la crise sanitaire, mais aussi des crises géopolitiques qui sont alimentées par une dégradation des conditions de sécurité collective des Européens, etc., en fait, sont de nature à créer peut-être un momentum, en fait, une fenêtre d'opportunité pour aller en fait dans ce sens et essayer de montrer que l'échelle européenne, évidemment, n'est pas du tout exclusive de l'échelle nationale. C'est pas du tout notre propos de dire ça, mais en tout cas de faire réfléchir les élèves à cette idée que l'échelle européenne peut être une échelle d'action pertinente, complémentaire en fait de l'échelle nationale pour faire face aux défis qui nous sont lancés. Il y a beaucoup de choses évidemment à penser de ce point de vue-là sur la géographie en fait européenne, qui est évidemment par nature très complexe. L'échelle de l'Union européenne n'est pas tout à fait la même que celle de la zone euro, qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'espace Schengen. Donc, bien sûr qu'il y a une complexité qui est très grande et qui rend très difficile l'appropriation par les élèves qui sont de futurs citoyens de la réalité en fait, politique, économique et géopolitique de cette Union européenne.
peut-être que Guylaine, je te passe le témoin en fait pour ce qui est l'éducation civique et puis des langues vivantes étrangères à nouveau. Oui, alors concernant les langues vivantes étrangères, on a formulé plusieurs recommandations, 2 recommandations sur la méthode, donc en appuyant aussi et en insistant sur les stratégies d'apprentissage, la mise en pratique, donner des outils concrets aux élèves pour qu'ils puissent pratiquer régulièrement les langues vivantes étrangères, donc plus une recommandation concernant la méthode. Une autre recommandation, toujours dans cet esprit de méthode d'apprentissage, et donc concerne le rôle des outils numériques. Donc il s'agirait de définir clairement un rôle pour les outils numériques. Et donc là, on peut penser à tout ce que peuvent permettre les outils numériques, de faire des tandems linguistiques, d'ouvrir la salle de classe sur l'Europe. Et donc, mais voilà, il s'agirait d'orienter les outils numériques vers un objectif précis. Et enfin, il nous semble aussi pertinent de compenser les différences de maîtrise de langue vivante entre les élèves des filières générales et technologiques, et de faire en sorte que tous les élèves puissent maîtriser 2 langues vivantes et que tous les élèves également puissent suivre des cours approfondis dans des sections européennes. Voilà, ce serait un objectif ambitieux, mais bien sûr pertinent. En ce qui concerne l'éducation civique, les institutions européennes sont peu connues des élèves et peu présentes aussi dans les programmes, et donc peu connues par eux. Il nous a semblé aussi pertinent de convoquer des acteurs extérieurs, de faire en sorte que les enseignants puissent introduire dans la salle de classe des personnes qui travaillent dans les institutions, des étudiants, peut-être aussi Erasmus, pour qu'ils puissent parler du projet européen, donc faire appel aussi à des personnalités extérieures. Et enfin, concernant nos recommandations dans le domaine de la formation des enseignants, on a proposé plusieurs choses parce qu'il nous semble aussi pertinent de consolider la formation des enseignants dans la mesure où on leur demande où on leur demande pas, mais où on suggère d'introduire davantage l'échelle européenne, de saisir sa complexité, et pour cela il faut aussi former et donner les outils aux enseignants. Et donc on a pensé à introduire un cours en formation initiale dans les cursus universitaires sur l'Europe, que l'Europe soit traitée dans la formation initiale des enseignants, que dans la formation continue soient proposées aux enseignants des formations disciplinaires en lien avec les questions européennes, des rencontres avec des professionnels des institutions européennes, avec des professeurs de sciences politiques spécialistes des questions européennes, afin de leur donner chaque année des connaissances nouvelles sur l'Europe, d'actualiser leurs connaissances. Et les entretiens nous ont aussi confortés dans cette idée, dans le sens où les enseignants sont aussi demandeurs de ce genre de contenu notionnel qui ne se concentre pas justement sur des aspects techniques, pédagogiques. Et donc, on trouve pertinent aussi de donner du contenu aux enseignants. Et enfin, concernant les outils qu'on pourrait donner aux enseignants, plus concrètement, il nous semble intéressant de leur fournir des corpus scientifiques renouvelés pour qu'ils puissent aborder l'histoire de l'Europe dans une perspective vraiment européenne. Et il nous semble également intéressant d'encourager la production de supports pédagogiques sur l'Europe afin de leur fournir concrètement des fonds de cartes qui soient actuels et qui soient aussi dynamiques et pertinents pour les élèves, et qui soient aussi accrocheurs pour ces élèves. Donc renouveler aussi les supports qu'on fournit aux enseignants pour approcher l'Europe. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour présenter à grands traits le contenu de ce rapport. Vos micros sont coupés. Oui.
À grands traits, vous avez raison. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et nous entendent auront intérêt à aller sur le site de l'Institut Jacques Delors, où ils peuvent récupérer votre rapport et qui mettra, je dirais, plus en détail ce que vous avez bien voulu, je dirais, nous annoncer, mais je dirais dans un temps qui est volontairement assez limité. Alors, je voulais savoir si notre ami Patrick Tweidel nous entendait ou pas, parce que sa caméra ne fonctionne pas. Est-ce que Patrick, tu es là ou pas? Sinon, je pose des questions directement, on y va. Moi, j'entends. Eh bien, est-ce que tu as... À ce moment-là, écoute, je vais poser la première question, et puis après, tu pourras, si tu le souhaites, reprendre les questions qui nous ont été déjà transmises auparavant. Et moi, je regarde les questions qui arrivent dans le chat pour vous les poser après. Alors, ma première question, elle est très, très générale et très globale. Tout ce que vous dites, je dirais, c'est super intéressant, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire, c'est vraiment ambitieux. Alors, ma question est celle-là. Est-ce que le rapport s'adresse au ministère de l'Éducation nationale? Et question subsidiaire, est-ce que, premièrement, vous pensez que nos instances dirigeantes sont conscientes du problème? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez être entendu? Dis-moi, Guylaine, si tu veux que je réponde ou si tu souhaites répondre. Oui, je te laisse répondre sur ce point, Thierry. On était sûr. Alors, bon, quel est le contexte? Enfin, c'est un des points qui m'a conduit personnellement à vouloir réaliser ce rapport. C'est de voir dans quelle mesure en fait ce lien entre l'école et l'éducation était fait, et surtout, j'allais dire, dans un contexte qui est celui en fait qui est celui d'un quinquennat quand même, où la question européenne est portée très fortement par les autorités de notre pays. Et donc, je me suis aussi intéressé à ce rapport dans cette perspective-là. Quand on lit à cet égard le discours de la Sorbonne du président de la République, on voit que la dimension éducative, en fait, elle est présente dans ce discours, qui est le discours programmatique sur l'Europe en France depuis 2017. Or, quand on regarde les propositions qui sont faites, qui sont très, très intéressantes, qui me semblent pour le coup bienvenues, la maîtrise par chaque étudiant de 2 langues européennes minimum d'ici à 2024, le renforcement des échanges pour les étudiants et les apprentis, là aussi à l'horizon 2024, la création d'universités européennes, le processus d'harmonisation de reconnaissance des diplômes de l'enseignement secondaire. Il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a peu de choses qui portent sur le secondaire spécifiquement. Donc, la chose importante qui a été faite, me semble-t-il, c'est l'introduction, dans le cadre de la réforme du bac, d'un enseignement de spécialité en fait, consacré à l'histoire-géographie, aux sciences politiques et géopolitiques, qui va dans ce sens et qui renforce la dimension européenne. Donc ça, c'est tout à fait positif. Mais par définition, cet enseignement, qui est un enseignement de spécialité, est un enseignement optionnel et donc n'est pas suivi en fait par tous les élèves. Tout ça pour dire que effectivement, le constat est un constat sur lequel, quand on connecte la question européenne, la question éducative, on l'aborde surtout en fait au niveau du supérieur et moins au niveau du secondaire. Donc ça, c'est le cadre général. Dans ce cadre-là, effectivement, quelle est la cible en fait de ce rapport? C'est un petit peu la question que vous posiez, Monsieur Dorin. Oui, évidemment, ce rapport, il a été adressé au cabinet du ministre, il a été adressé au rectorat au pluriel, il a été adressé à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Donc, comme tout rapport de ce type qui a une visée opérationnelle, en fait, une visée opérationnelle et concrète, qui fait des propositions, il y a l'idée de pouvoir essayer, en tout cas, de diffuser ces propositions auprès des pouvoirs publics. Et donc, très concrètement, des contacts ont été pris aujourd'hui, au moment où on se parle, avec le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Des contacts sont pris
très positivement avec certains inspecteurs généraux de l'éducation nationale. L'un d'entre eux nous ayant demandé de participer à un ouvrage qu'il est en train de préparer sur l'enseignement en fait, à la jeunesse. Donc voilà, on a des contacts aussi avec les associations de professeurs d'histoire-géographie, à la fois l'association française des profs d'histoire-géographie, et puis aussi avec un réseau européen de profs d'histoire-géo. Donc voilà, je ne sais pas si tout ça aboutira, ça c'est pas malheureusement à moi de le dire, et c'est beaucoup trop tôt pour le dire, c'est une tâche en fait de longue haleine, hein. C'est vraiment le mythe de Sisyphe, hein. On pousse notre rocher là petit à petit. Mais on fait ce travail-là effectivement. Est-ce que, Michel, ça ne vous dit pas que j'intervienne? Je voudrais vous dire, en fait, je crois qu'il manque, je crois que beaucoup de professeurs voudraient faire des choses, mais il leur manque des outils pédagogiques concrets. Quand vous parlez sur l'éducation civique, sur l'histoire, sur ces comparaisons, etc., est-ce qu'il y a des ouvrages qui se préparent pour ça, pour les enseignants? Parce que je me souviens, Madame Divet, ce fameux livre d'histoire comparée franco-allemande qu'on diffusait en particulier au lycée Château de Rennes, eh bien ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait une conception de la pédagogie très différente entre les enseignants français. Or, je sais qu'à Châteaubriand, vous aviez un professeur de géographie qui était très, très favorable à ce livre, mais l'ensemble des professeurs, ce n'est pas du tout la même pédagogie en France. Et là, on a un vrai problème au niveau de la formation des maîtres. Et je pense qu'il faudra qu'on arrive aussi à avoir des manuels ou des fiches pédagogiques ou des outils pédagogiques pour faciliter l'entrée dans cette perspective aux enseignants. C'est mon objectif, c'est l'idée que j'ai pour bien connaître le milieu de l'éducation. Oui, je me permets de rebondir par rapport à ce que vous dites. Oui, c'est aussi ressorti dans les entretiens et donc la professeure de collège qu'on a interviewée dans le cadre de ce rapport nous a vraiment pointé concrètement les lacunes en termes d'outils pédagogiques qui pouvaient exister. Et voilà, je l'ai rappelé, les fonds de cartes, les documents interactifs aussi en ligne qui sont disponibles mais méconnus des enseignants. Il y a des encyclopédies en ligne qui cherchent justement à remettre en perspective les histoires nationales et à les englober dans une histoire européenne. Donc ces outils existent, mais sont méconnus encore des enseignants. Et les outils purement éducatifs aussi, qui peuvent être donnés aux élèves comme des cartes, des chronologies, etc., ces outils-là concrets n'existent pas encore vraiment et les supports pédagogiques concrets sont encore peu présents. Par contre, Thierry peut-être peut embrayer sur les ouvrages scientifiques universitaires aussi qui existent, eux, et qui mériteraient d'être diffusés aussi au corps enseignant. Oui, effectivement, en complément de ce que vient de dire Guylaine, évidemment que je partage complètement. Alors, j'ajouterais aussi un élément dans les supports. Tu parlais des fonds de cartes, Guylaine. Je pense qu'il est très important aussi d'avoir des corpus, en fait, des principaux discours, en fait, des grands discours Oui. des hommes politiques européens, des femmes politiques européennes, peut-être des artistes aussi, hein, en tout cas des acteurs, des philosophes, des juristes parfois, enfin, qui ont eu un rôle important à tel ou tel moment, etc. Je pense que les grands discours, les grands textes, en fait, une anthologie des textes qui pourraient être partagés avec les élèves, moi, me paraît important. Alors ensuite, effectivement, deux éléments complémentaires par rapport à ce que disait Guylaine. Le premier, c'est que, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un renouvellement scientifique en fait très fort sur les questions européennes, non seulement en histoire, mais aussi en géographie. En histoire, je citais tout à l'heure l'ouvrage très imposant en fait de Thomas Serrier et d'Étienne François, Europe à notre histoire. Il y a aussi beaucoup de travaux très importants en Allemagne, il y a beaucoup de travaux en Angleterre. Quelqu'un comme Im Kirchhoff, en fait, hein, qui est traduit en France depuis maintenant quelques années. C'est quand même un renouvellement historiographique très important qui est à l'œuvre. La question, et ça aussi on l'a entendu de la part des enseignants que l'on a eu la chance, en fait, avec qui on a eu la chance de discuter, et notamment des enseignants bretonnes, hein, je tiens à le dire. En fait, ce qui manque, c'est le trait d'union entre ce renouvellement scientifique qui existe et
les supports ensuite auxquels peuvent avoir accès les enseignants du secondaire. Comment peut se faire ce passage-là, en fait, d'un registre à l'autre? Ça, c'est ma troisième remarque. Ce qui est fondamental, c'est que la question européenne, que ce soit en histoire ou en géographie, puisse être inscrite au programme des concours de l'enseignement. Parce que c'est ce qui pousse, en fait, les jeunes préparationnaires à aller voir, en fait, ce renouvellement d'ouvrages, d'articles sur leur sujet, parce qu'ils bossent des concours et qu'ils ont besoin, en fait, de s'immerger là-dedans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, pour le coup, l'Europe est au programme des concours d'enseignement en géographie. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de choses qui sortent de ce point de vue-là et qui font le lien, effectivement, entre la production scientifique au sens universitaire, académique et classique du terme, et puis l'usage que peuvent en faire les enseignants du secondaire, qui ont un rôle aussi, évidemment, très important à jouer de ce point de vue-là. Voilà, pour répondre à ces deux premières questions. Merci beaucoup. Ah, Michel, on n'entend pas. Mais j'ai toujours l'habitude de fermer mon micro pour éviter les interférences. Et donc, voilà. Patrick, est-ce que tu as une question à poser, notamment en matière de langue, puisque c'est quand même un sujet qui est extrêmement important. L'Union européenne, c'est 27 pays et 23 langues. Donc, aujourd'hui, on a tendance à parler, c'est ce que tu me disais, on a tendance à parler de globish au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, quelles sont les questions qu'on pourrait poser à nos amis en matière de langue, si tu m'entends? J'entends. Je risque de vous plonger dans le noir. Je ne sais pas ce que vous voyez là. En tout cas, j'allais dire au sujet des langues et de l'apprentissage des langues, il est vrai que la France est vraiment à la traîne, c'est la lanterne rouge dans les statistiques sur l'enseignement des langues vivantes. Et surtout depuis le départ de l'Angleterre de l'Union européenne, parce que la grande erreur qu'a fait le gouvernement britannique en 2004, bien avant le Brexit, c'est de rendre l'apprentissage des langues optionnel pour les jeunes. Donc, ce n'était plus dans les examens du brevet. Donc, à partir du 4e, les langues n'étaient pas du tout obligatoires. Et ils se sont aperçus que c'était une grande erreur, en fait. Et depuis quelques années, même sous le gouvernement Cameron, ils ont essayé de réintroduire l'apprentissage des langues parce que ça mène vraiment vers un isolement non seulement intellectuel, mais social et dans le commerce. Et je sais que tu t'intéresses beaucoup au commerce extérieur. On ne peut pas avancer si on ne connaît pas la langue des partenaires. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. J'ai une question ici que je note dans le chat. Est-ce que vous avez pris en compte le réseau d'écoles européennes dans votre analyse comparative? Alors, il est vrai que dans les écoles européennes, d'abord, il y a un tronc commun pour l'apprentissage histoire, géographie, mais aussi, c'est un fait que l'histoire, la géographie, la morale, le civisme, ce sont des choses qui s'apprennent dans la première langue vivante. Et je note qu'en France, il y a eu une circulaire en 1992 qui offre la possibilité d'ouvrir des sections européennes et internationales à partir de la classe de 4e, qui propose effectivement l'enseignement de différentes matières en langue étrangère. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne concerne que même pas 5% des élèves en France. Comment se fait-il et est-ce que vous entrez en dialogue avec le ministère à ce sujet? Guylaine, peut-être? Oui, alors, tout d'abord, je vais juste revenir sur une de vos remarques que j'ai trouvée particulièrement intéressante aussi en tant que linguiste et donc très attachée à ce que les langues soient parlées par tous. Et oui, j'ai trouvé intéressant le fait que vous
pointiez que les langues étaient aussi un instrument pour dialoguer, pour négocier aussi avec des partenaires commerciaux. Et c'est aussi cette dimension un petit peu diplomatique et politique des langues vivantes qui parfois manque aussi ou n'est pas forcément valorisée quand on pense à apprendre les langues vivantes. Souvent, on pense au volet purement communicationnel, mais parfois on oublie aussi ce volet diplomatique où voilà, on comprend bien notre partenaire, ses motivations, ses actions, que si on comprend voilà, sa culture et sa langue au-delà seulement de l'aspect communicationnel. Concernant votre question sur les classes européennes, alors oui, je confirme, seuls 5%, un peu moins de 5% des élèves du secondaire sont scolarisés en section européenne et internationale. Et donc, cette sous-représentation peut s'expliquer voilà, par le fait que aussi ces sections européennes avaient été voilà, mises en péril à un moment donné, et également que ces sections dépendent aussi de la volonté des enseignants, de la volonté de l'établissement, de construire un projet européen, un projet international. Qu'il y a aussi un manque d'enseignants qui sont habilités en fait, à enseigner dans une langue étrangère l'histoire, la géographie. Donc il y a un manque en fait, d'enseignants certifiés en DNL, ce qui a pu, les entretiens l'ont confirmé également. Et voilà, ce manque de qualification peut aussi s'expliquer dans la formation initiale des enseignants qui ne sont pas forcément incités à pratiquer plusieurs langues vivantes ou à pratiquer les langues vivantes. Quand on passe par exemple un CAPES en histoire, où il n'y a pas forcément, il y a une langue vivante, mais pas deux, et la langue vivante est souvent au niveau B2, donc il n'y a pas forcément un niveau en langue vivante étrangère qui est suffisant pour ensuite pouvoir passer des certifications. Et voilà, cela rejoint aussi le fait que si au concours ou dans la formation initiale, les étudiants et les futurs enseignants étaient plus amenés à pratiquer une et deux langues vivantes à des niveaux plus élevés, peut-être qu'après, il y aurait davantage aussi d'enseignants à vouloir voilà, passer ces certifications, mais il faut aussi les compétences en amont, d'où l'enjeu de la formation initiale et continue. Tout à fait. Je trouve intéressant ce que vous dites, que bon, on a parlé des barrières entre chacun de nos aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne est une des barrières principales, puisque les barrières physiques ont disparu, mais quand même la difficulté que l'on peut avoir, c'est de pouvoir communiquer avec ceux qui sont en face de nous. Alors, ben, c'est pas compliqué, il suffit d'apprendre l'anglais, et si on apprend l'anglais, on sait parler avec... Moi, je vous pose donc quelques questions à la suite, et je vous les mets tout en bloc, comme ça vous pourrez répondre en fonction, je dirais, de vos affinités. Premièrement, d'abord, combien de langues est-ce qu'il faut privilégier? Une, deux, voire éventuellement trois? Quelle langue faut-il privilégier? Quelle langue faut-il privilégier? Troisième question, pourquoi est-ce qu'on débute l'apprentissage des langues au secondaire et non pas dans le primaire? Parce qu'après tout, on voit très bien dans les couples qui sont originaires de deux pays différents, le moment où les enfants apprennent le mieux la langue, c'est quand ils sont tout jeunes et ils apprennent à la fois une langue et l'autre et ils savent converser tout de suite dans les deux langues. Pourquoi attendre d'avoir 11 ans pour commencer l'apprentissage? Et puis, une question plus particulière. On a dit tout à l'heure que je m'intéressais effectivement, je suis l'ancien président du Conseil du commerce extérieur ici en Bretagne. Notre premier client, notre premier fournisseur, c'est l'Allemagne. Pourquoi est-ce que l'allemand a été délaissé? Pourquoi est-ce que l'allemand au profit d'autres langues? Tout simplement parce qu'on dit que l'allemand est une langue difficile. Mais si vous voulez, la problématique, c'est que si on veut avoir une économie qui marche bien, il faut savoir vendre, il faut savoir acheter, et il faut savoir parler avec les gens qui sont en face de nous. Donc voilà, je vous livre tout ça. Maintenant, vous répondez comme vous le souhaitez et comme vous pouvez. Je pense que Guylaine, tu peux poursuivre ta réponse en fait sur les langues. D'abord, c'est toi la linguiste en fait du duo, et que Guylaine va préparer bientôt l'agrégation d'allemand. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'elle peut continuer à répondre sur le volet langue étrangère, si tu veux bien, hein, bien sûr.
Alors oui, concernant le nombre de langues vivantes apprises ou à apprendre par les élèves, je pense que maîtriser 2 langues vivantes étrangères, c'est suffisant, on va dire, pour les élèves, et c'est déjà aussi un objectif à atteindre, puisque voilà, C'est suffisant, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument posséder 2 langues vivantes? Alors moi, en tant que linguiste, je dirais oui pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que aussi en se référant à l'objectif officiel de l'Union européenne qui est le multilinguisme, donc si on souhaite défendre aussi cet objectif, alors il faut réellement apprendre plusieurs langues vivantes et ne pas parler qu'anglais. Euh, également parce que, justement, en tant que germaniste, j'ai l'impression que connaître l'allemand, c'est au-delà de la connaissance de la langue, de sa grammaire. J'ai l'impression de pouvoir justement comprendre et de pouvoir mieux analyser les réactions politiques, économiques de notre partenaire allemand. Et donc la connaissance de l'allemand, de la langue, de la culture me permet voilà, de comprendre aussi pourquoi telle réaction, pourquoi tel blocage. Et donc dans une perspective voilà, plus diplomatique, il me semble vraiment très intéressant euh, de parler plusieurs langues. Exactement pareil pour les langues nordiques. Pourquoi dans l'espace nordique on aurait voilà, cette frilosité aussi par rapport parfois à l'intégration européenne? Peut-être que connaître aussi la culture, la langue de ces pays-là peut permettre de mieux comprendre ensuite et de mieux dialoguer avec eux. Donc pour moi, voilà, acquérir 2 langues vivantes étrangères, c'est nécessaire et c'est un minimum pour dépasser l'objectif utilitariste de la langue et pour pouvoir vraiment dialoguer avec des partenaires européens et dont on peut comprendre vraiment les attitudes que parce que l'on connaît la langue. Donc pour moi, une langue, voilà, l'anglais, parce que c'est une langue globale qui nous permet de dialoguer avec tous, et une autre langue pour voilà, comprendre de manière plus fine les comportements des pays membres de l'Union européenne. Et je vais juste apporter une correction à ce que vous aviez dit concernant l'enseignement des langues vivantes. Il me semble que deux langues vivantes sont enseignées au primaire, dès le primaire, en tout cas l'anglais, et également une autre langue vivante, qui peut être l'allemand ou l'espagnol ou le plus souvent, mais il y a bien 2 langues qui peuvent être apprises dès le primaire actuellement. Donc, c'est pareil, ça c'est une avancée. Après aussi, qui peut être remise en question étant donné le volume de cours qui est déjà imposé aux enseignants du primaire. Mais voilà, donc après, peut-être que la question de savoir 2 langues vivantes étrangères, peut-être au primaire en fait, est-ce que 2 langues vivantes étrangères, c'est vraiment pertinent au primaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire plus tard une seconde langue? Voilà. La question du nombre de langues, je la considérais juste dans une perspective, voilà, est-ce qu'au primaire, il faut commencer avec 2 langues vivantes ou pas? Mais c'est un objectif, je pense, à terme, pour des étudiants de maîtriser 2 langues. D'accord, d'accord. C'est en même temps que vous parliez, il y en a beaucoup de nos amis qui écoutent, qui ont dit non, mais attendez, on apprend déjà ça dès le primaire. C'est Oui, parfait, voilà. mais alors moi qui suis bon, un ancien, je veux dire, ça me pose quand même question parce que si pour arriver au baccalauréat et qu'on est au dernier niveau de l'Union européenne, c'est quand même quelque part un souci. On va passer à une autre question qui est sur le chat, qui est de dire, vous avez comparé notamment bon, l'apprentissage des langues en France par rapport à l'apprentissage dans des pays, mais qui sont, comment dire, des pays géographiquement plus petits que nous, moins importants au plan historique, moins importants au plan diplomatique. En fait, il faudrait, pour être, si j'ai bien compris ce que notre interlocuteur veut dire, il vaudrait mieux nous comparer aux Anglais. Comment est-ce qu'ils se situent eux et comment est-ce que nous pouvons être. Parce que nous avons à ce moment-là des passés, je ne veux pas dire qu'ils sont similaires, mais qui sont assez grands, je parle, ou qui ont eu un empire. On peut parler des Espagnols, on peut parler des Anglais, on peut parler de nous. Bon, l'Allemagne, c'est autre chose, mais ça ne fait rien, c'est quand même un pays. Est-ce que, on sait très bien, quand vous êtes aux Pays-Bas, vous faites 100 km et vous êtes
à l'est en Allemagne, au sud vous êtes en Belgique où vous parlez le flamand ou le français, vous allez au nord, c'est les pays nordiques, etc. Nous en France, surtout vous êtes originaire de Rennes, et pour aller toucher les Allemands, il faut faire 1000 km. Donc, est-ce que pour que la comparaison soit plus valide, est-ce qu'il ne faudrait pas nous comparer par rapport aux grands pays, géographiquement et historiquement? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la remarque. Enfin, parce que du coup, le poids diplomatique, même le poids démographique de l'Allemagne, par exemple, est très important. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la critique concernant le fait d'avoir comparé à Alors, des c'est pas une, petits pays. c'est pas une critique, c'est pas une Non, critique, pardon, mais la remarque concernant Non, non, la remarque, c'est de dire, par la force des choses, les petits pays, si vous faites 100 km, vous êtes à l'étranger. Donc, l'apprentissage et la connaissance des langues devient quasiment obligatoire. Sinon, vous restez dans votre petit territoire à tourner dans un rayon de 100 km. Par contre, pour des grands pays géographiquement qui sont étendus, si vous voulez, vous pouvez très bien vivre. On peut très bien vivre en Bretagne sans avoir mis les pieds en Allemagne, sans avoir mis les pieds en Italie, sans avoir mis les pieds en Espagne, qui sont à 1000 km de là. Donc, la question, c'est est-ce que plutôt que de nous comparer avec des petits pays qui sont dans cette obligation d'apprendre des langues étrangères, sinon ils vont pas voir grand monde, est-ce qu'il ne faudrait pas uniquement nous comparer entre les 4 grands pays pour voir comment avancer et comment chacun peut faire? Si je peux me permettre, Guylaine, en fait, sur ce point, je pense que c'était peut-être un argument qui était valable il y a peut-être plusieurs décennies, mais je ne crois pas que cet argument soit valable aujourd'hui. C'est effectivement, on peut considérer que si les Néerlandais, globalement, parlent très bien anglais, c'est parce que c'est un petit pays qui a besoin de s'ouvrir sur l'extérieur et de commercer, en fait, avec ses voisins et plus loin encore, en fait. Et donc, l'apprentissage de l'anglais a été évidemment quelque chose d'absolument nécessaire et indispensable. Mais je pense que cet argument, il reste, aujourd'hui, il est généralisable quand même dans une économie qui, évidemment dans un contexte de fermeture en fait à cause de la crise sanitaire actuelle, mais enfin on est quand même dans un environnement économique qui s'est considérablement élargi, avec une intensification de la concurrence, avec un processus d'élargissement des échanges en fait, économiques au-delà des États, et même un grand pays, en toute proportion gardée, hein, d'ailleurs, comme la France, n'échappe pas du tout à la règle, et il ne me semble pas aujourd'hui que l'argument, encore une fois, que vous évoquiez, puisse être encore valable en fait, au moment où on se parle. Non seulement d'ailleurs pour ceux qui commercent, mais j'allais dire même pour des gens qui n'auraient pas qui seraient sortis assez tôt du système scolaire et qui grâce à, en fait, à une langue étrangère bien maîtrisée, pourraient aller trouver du boulot dans un pays en fait, où les opportunités de trouver un emploi sont plus importantes que dans le leur. C'est comme une des grandes leçons que l'on a pu tirer de la crise de la zone euro entre 2010 et 2015, où beaucoup de jeunes Espagnols partaient en Angleterre ou en Allemagne. Et donc, je pense que si on considère que le marché du travail en fait, n'est plus uniquement national, mais qui s'est européanisé, ça suppose évidemment beaucoup d'adaptations, beaucoup d'ajustements, d'ailleurs en termes de reconnaissance des diplômes, en termes d'apprentissage des langues étrangères, en termes de portage des droits, etc., etc. Mais voilà, je pense que cet argument il reste majeur en fait pour pousser en fait l'apprentissage des langues dans cette perspective. Est-ce que je peux faire une remarque, Michel, par rapport à ce que vous avez dit sur les petits pays qui étaient peut-être moins importants, mais dans leur tête, j'ai un gendre qui est lituanien. Eh bien, la Lituanie, c'est 3 millions d'habitants, je crois, mais c'était un très grand pays qui a couvert jusqu'à l'Ukraine avec la Pologne. Enfin, il y a eu une grande histoire. La Hongrie, pareil. Donc, ils ont dans leur histoire, dans leur mental, ils ont l'idée qu'ils sont des grands pays, qu'ils ont une grande histoire. Je voulais rajouter ça simplement pour dire que ces petits pays sont petits en surface peut-être aujourd'hui pour nous, mais quand on essaie de les connaître un peu plus, on voit qu'il y a toute une culture, tout un passé qui est très important pour eux.
Je voulais rajouter, hein, c'est un... Oui, mais vous avez raison. Mais quand je dis le mot grand, je m'entends, c'est grand géographiquement, c'est pas grand en valeur culturelle, historique ou diplomatique. Oui, mais je rebondis sur ce que disait Madame Hutin à l'instant, si vous me le permettez, mais je partage en fait votre remarque, Madame, parce que c'est aussi quelque chose qui est très frappant quand on regarde les programmes. C'est quand même que, je disais tout à l'heure, en histoire, non seulement en fait c'est très franco-centré, c'est qu'on s'intéresse peu en fait aux pays occidentaux, mais plus largement, en fait, on s'intéresse pas aux petits entre guillemets petits pays. Je pense qu'on est quand même dans un pays qui s'est toujours considéré comme étant un grand pays, et donc il y a quand même aussi une forme de... On a intégré une forme de condescendance en fait à l'égard de pays qui nous semblent beaucoup moins importants en fait que d'autres. Et ça, c'est pour moi éminemment problématique en fait. Si on veut pousser en fait les jeunes gens à ouvrir effectivement leur esprit à la connaissance, à la découverte d'autres pays, d'autres cultures, d'autres mentalités, d'autres manières de voir les choses, d'autres représentations. Là, non seulement l'apprentissage des langues étrangères est important, mais aussi de pouvoir décentrer son regard à d'autres pays que le nôtre, et puis ne pas reléguer au second plan, effectivement, ce qu'on considère comme étant les petits pays. D'abord, qui sont comme les petits et les moyens étant majoritaires au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Très largement. Très largement. Et donc, même d'un point de vue, j'allais dire diplomatique, même du point de vue de la prise de décision, si nous pouvions comprendre à un moment donné qu'il faut effectivement arrêter de considérer que ces pays, finalement, doivent être relégués au second plan, ça nous permettrait peut-être de bâtir des coalitions majoritaires un peu plus solides, y compris pour défendre nos propres intérêts, soit dit en passant. Je ferme la parenthèse. Tout à fait. Je peux prendre la parole? Alors j'aimerais bien, mais oui, bien sûr, Patrick, vas-y. Voilà. Alors, je voudrais abonder, j'abonde dans le sens de Thierry Chopin, parce qu'effectivement, on parle tout le temps des langues d'une manière utilitaire. C'est-à-dire, les langues les plus utiles, il y a l'anglais, que tout le monde veut apprendre, et je sais que les Français sont très friands des pourcentages. Il paraît que 67% des Européens considèrent que l'anglais, c'est la langue la plus utile. Après vient le français, 25%. Donc de 67 à 25%. L'allemand, 22%, l'espagnol, 15%, le russe, 3%, le chinois, 1%. Mais si on pouvait quitter cette idée utilitaire pour revenir à l'apprentissage des langues et l'objectif d'apprendre les langues, ce que disait Guylaine Divet tout à l'heure, c'est que ce qu'on veut, ce n'est pas apprendre la linguistique ou la philologie, c'est viser la compréhension interculturelle et une empathie pour aller vers l'autre, surtout dans le contexte européen où il n'y a pas de petits pays, justement, ni de petites langues. Et Madame Hutin disait que la Lituanie était une grande empire européenne. Oui, c'est vrai, la Suède aussi. Au XVIIe siècle, avait un empire qui allait du pôle Nord jusque dans la Tchécoslovaquie. Donc, il faudrait justement apprendre un peu plus l'histoire européenne des petits pays, so-called. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est ça le problème. Et pour revenir à l'apprentissage des langues, il y a des gens qui disent « mais pourquoi tant de théorie? Il y a des moyens ludiques d'apprendre les langues, notamment dans les petites classes, c'est vrai. » Et comme professionnel des langues, je voudrais dire qu'apprendre une langue, ce n'est pas apprendre la théorie d'une langue. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à jouer un instrument musical ou apprendre à pratiquer un sport. On ne peut pas faire cela assis devant une pupitre dans une salle de classe. Il faut exercer. Et c'est pour ça que je crois qu'en France, un des problèmes, c'est qu'il y a trop de théorie et pas assez de pratique. Il faut développer l'aptitude à l'apprentissage des langues pour que les gens puissent apprendre les langues seuls. Donc, il faut justement privilégier ces moyens qui existent sur Internet et qui sont d'ailleurs très ludiques, et quitter un peu l'idée
que les langues, c'est très lourd, très stressant, extrêmement difficile et on ne peut pas vraiment briller, sauf si on est un intellectuel ou très Alors, académique. Patrick, on va laisser la parole à nos amis. C'est eux qui doivent répondre, qui doivent nous dire alors. Non, non, mais je crois qu'il y a, enfin, on a déjà, je crois qu'on est d'accord en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse, me semble-t-il, à apporter en fait à cette question. Enfin, pour ma part, hein, je partage complètement ce qui vient d'être dit, mais je vois, je me suis permis de regarder aussi un peu le chat et je vois qu'il y a aussi d'autres problématiques en fait qui sont abordées. Que la seule question des langues étrangères, qui est évidemment une question très importante, mais ce serait dommage de priver aussi ceux qui ont posé d'autres questions en fait de pouvoir une question qui va être, si vous m'autorisez, une question qui est un peu plus générale, qui nous a été posée assez au début. Bon, l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que les élèves de tous les États membres puissent se forger au moins une identité européenne et qui puissent éventuellement à nous unifier et aller plus avant. Nous avons bien sûr une histoire commune, encore qu'il faudrait définir quelle est cette histoire commune qui nous relie, mais il faudrait avoir donc connaissance de celle-ci. Question, et ça c'est la question, est-ce qu'il faudra un programme commun concernant l'Europe ou des programmes d'application d'enseigner? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit donner le même enseignement européen à tous les élèves et étudiants d'Europe, ou est-ce qu'il faut laisser, je dirais, chaque pays évoluer en fonction de justement de son histoire, de sa culture, de son mode pédagogique? Moi, je suis comme assez sceptique sur l'idée qu'il faudrait unifier en fait l'enseignement dans tous les pays membres. D'abord, ça supposerait un changement de répartition des compétences incroyable en fait. Je crois qu'il n'y a aucun pays en fait aujourd'hui au niveau européen qui est prêt à ça. Donc je ne vois pas comment c'est possible en fait. Très pratiquement, je rejoins ce que disait Patrick tout à l'heure sur le côté les Français sont trop théoriques, ils sont assez pragmatiques. Là, pour le coup, je serais très pragmatique et je ne vois pas comment c'est possible. Parce que même avec le cas de l'Allemagne, on voit bien le système éducatif, il est même la responsabilité des Länder. Donc de là à imaginer en fait une espèce de ministère de l'éducation nationale en fait au niveau européen, j'avoue que je vois pas comment c'est jouable. Et donc nous, l'objectif qui est le nôtre n'est pas tant celui que vous avez décrit en fait. Notre objectif, c'est plutôt d'essayer de favoriser autant que faire se peut un ancrage un peu plus fort de la dimension européenne dans les enseignements dans notre pays. Déjà ça. Pour le reste, il y a une réflexion intéressante qui est menée de manière symétrique par Alain Lamassoure, ancien ministre des Affaires européennes et ancien eurodéputé français, qui a rédigé un rapport pour le Premier ministre quand c'était Édouard Philippe, un rapport en fait qui vise en fait à créer un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe sous l'égide en fait du Conseil de l'Europe et ce projet en fait est en train de voir le jour. Donc vous voyez, on en est à la création d'un observatoire sur l'enseignement de l'histoire dans les différents pays en fait du Conseil de l'Europe. On n'en est pas encore une fois unifié, mais c'est une démarche qui est un peu symétrique en fait de la nôtre. On a d'ailleurs échangé avec Alain Lamassoure sur ces sujets. Donc voilà, les deux approches sont très complémentaires, mais aucune des deux, me semble-t-il, ne vise à uniformiser ou à homogénéiser en fait l'enseignement des différents pays européens à partir de programmes communs dans les 27. Je ne vois pas comment c'est envisageable. D'accord. Alors, d'autres questions encore que je reprends. Oui, on revient sur, à un moment donné, il y a eu une tentative de rédaction je me rappelle de ça, d'un livre d'histoire commun entre l'Allemagne et la France. Et finalement, ça n'a pas été une grande réussite et on a arrêté on a arrêté le programme. Des conclusions on va dire, de cet échec d'enseignement commun.
On ne vous a pas entendu du tout. Ah bon. Il y a un problème avec l'audio, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez là? Mieux, oui. Mieux. Alors, je pense que c'est la tuyauterie qui doit être super chargée en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Netflix? C'est possible, hein. Ma question est, comment dire, est-ce que, oui, il y a quelques années, on a créé un livre, enfin un enseignement d'histoire, un livre d'histoire commun entre l'Allemagne et la France. Et ça n'a pas, finalement, ça n'a pas particulièrement bien réussi. Est-ce que on a la capacité, est-ce qu'on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, dit oui. il faudrait sans doute poser la question aux acteurs de l'époque, hein. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir lu des analyses en fait sur l'explication. Alors, pour en avoir malgré tout discuté avec l'une des personnes, dont je tairai peut-être le nom, Guylaine, si on est d'accord, parce que je ne sais pas si tout ça est public en fait ou pas, mais ce que cette personne en fait m'avait dit, puisqu'il était dans comment dire, le groupe en fait de travail sur ce projet de manuel franco-allemand, c'est que les objectifs français et allemands en fait ne coïncidaient pas. C'est-à-dire que d'un côté, les Allemands, dont les programmes à nouveau, hein, je reviens à ma répartition des compétences, relèvent en fait des Länder et diffèrent en fait d'un land à l'autre. On revient à cette question, mais elle est fondamentale de la répartition des compétences. En fait, les Allemands voulaient en fait des fascicules plutôt qu'un manuel complet, hein, si je me souviens bien. Plus effectivement cette question, encore une fois, de la difficulté déjà à se mettre d'accord entre deux pays, mais il fallait aussi se mettre d'accord entre l'ensemble des Länder, en fait, dont c'est la responsabilité. Donc en fait, ça n'a pas fonctionné, et je crois que la raison aussi donc, qui explique ce blocage et qui découlait de ces contraintes-là, à la fois institutionnelles et puis sur les objectifs des deux pays, en fait, ça a conduit au fait qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur, hein, pour éditer ce manuel. Je crois que c'est aussi simple et bête que ça. Enfin, voilà, Alors, on s'approche, je suis désolé, mais je regarde le compteur en même temps, on s'approche de 19h30. Patrick, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu as une dernière question à poser ou est-ce que ça va? Non, comme on arrive à la fin, je voulais simplement recommander vivement à tous ceux qui s'intéressent au sujet de lire le rapport en entier, parce que c'est un rapport très intéressant, notamment par le fait qu'il est comparatif. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'en 1h30 de temps, on n'a pas eu le temps de, bien évidemment, c'est tellement vaste, je dirais, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous êtes ambitieux, je dirais, dans les conclusions que vous donnez à votre rapport, et nous espérons que ce sera suivi d'effet. Jeanne-Françoise, je vais vous laisser, comme c'est habituellement le mot de la fin. Nous tiendrons d'autres conférences, visioconférences ou webconférences, comme nous les appelons, en début d'année prochaine. Notre prochain interlocuteur, ce sera Bernard Poignant, ancien député européen. Mais dans l'immédiat, je vous laisse continuer ou finaliser avec nos amis Thierry Chopin et Guylaine Divet. Oui, chers amis, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été très clairs. Vous avez parlé un langage concret, vous savez ce que c'est que la pédagogie, vous savez ce que sont les différentes cultures. Et c'est vrai que ce projet qui est au cœur de toutes ces cultures, qui essaie de se in concordia varietate, qui essaie de se mettre en concordance, il faut agir avec respect mutuel. Alors, tout ce que vous avez dit est très, très intéressant. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que votre petit livre que vous avez montré, Monsieur Chopin, tout à l'heure, on a pu en avoir 4. Si on pouvait en avoir plus, on serait très content parce qu'on pourrait le diffuser. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça sera possible de l'éditer plus? Enfin, on peut tirer sur Internet, de toute façon, les pages, mais le petit livre est très agréable à lire. Enfin, je vous remercie. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, notre petite équipe de la Maison de l'Europe de Rennes, on a lu avec beaucoup d'intérêt complètement ce rapport et on voudrait essayer de
le faire découvrir ou de commencer à donner des chemins pour accéder à la formation des enseignants. Je crois que c'est très très important et montrer que c'est pas si difficile que ça de faire venir des gens dans les classes, d'ouvrir sur des lieux de mémoire. Enfin, vous avez dit des choses très concrètes et je crois que ces petites choses peuvent faire démarrer. Donc on va essayer, on a pris des rendez-vous avec le directeur diocésain, avec le recteur, je vais avoir le rendez-vous très bientôt et nous allons essayer de leur dire, on va essayer de faire valoir ce travail, mais je crois qu'il faut qu'on leur donne des idées très concrètes comme la visite des lieux de mémoire, comme des choses comme ça, des choses très concrètes pour que les responsables sentent que c'est possible et qu'il ne faille pas faire une grande évolution de la politique d'éducation nationale française, ça ne marchera pas. Mais par petites touches, je crois qu'on peut arriver, et votre rapport est plein de petits pas qui vont permettre d'avancer, je pense. Donc je voulais vous dire un grand merci, parce que la pédagogie a été j'ai toujours travaillé dans ce domaine, et je sais combien c'est important de la manière dont on essaie de rendre une pédagogie vivante, simple, active, et pas simplement théorique. Et voilà, donc je pense que tout ce que vous avez dit est très intéressant. Je vous en remercie vraiment, vraiment de tout cœur. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être en présentiel, un jour de ce soir. Voilà. Si vous venez à Rennes, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup encore de votre invitation et de la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, malheureusement, auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, voilà, il y a toujours moyen de prolonger la discussion sous d'autres formes, si c'est possible. Merci encore, en tout cas. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter. Oui, merci à tous les deux. Vous nous avez proposé de vous poser des questions. On continuera bien évidemment de vous poser des questions. On ne va pas vous lâcher comme ça. Surtout que j'ai remarqué que à l'Institut Jacques Delors, vous avez publié également d'autres rapports qui sont également tout à fait intéressants sur l'Europe. Donc, j'invite tous nos amis qui nous écoutent à aller sur le site de l'Institut Jacques Delors et de regarder les publications parce que c'est très, très enrichissant. Je souhaite. Et puis, comme on va arriver à une année nouvelle, je me permets de faire la promotion de la Maison de l'Europe en disant n'oubliez pas d'adhérer à la Maison de l'Europe ou de faire adhérer, parce que c'est comme ça qu'on peut développer et faire avancer ce grand projet qui est le projet de notre Union européenne. Guylaine Divet, Thierry Chopin, merci à vous. Passez également de très bonnes fêtes de fin d'année et puis au plaisir de se retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci encore. Très bonne fête à vous. Très belle fête de fin d'année. À vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.